Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleur d'avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invitée est maître Suzanne Humbert. Suzanne est avocate au barreau de Paris depuis 2016 et elle intervient en droit social, notamment comme collaboratrice au sein du cabinet Dupart et Guillemin. C'est maître Laetitia Brahami qui m'a recommandé d'interviewer Suzanne et je l'en remercie. Je voudrais également remercier celles et ceux d'entre vous qui prennent le temps de laisser des étoiles et des avis sur iTunes. Et par exemple, iPhone Fan qui laisse l'avis suivant. Lila Louise donne la parole aux avocats qui se sentent bien dans leur travail et nous partage ses bonnes ondes sur une profession qui rencontre chaque jour ses clients, mais disons-le, qui ne s'ouvrent que très rarement à eux. Les avocats retrouveront les conseils de confrères qui partagent leurs expériences permettant de se sentir mieux dans un métier souffrant, à tort, d'un fort taux de reconversion professionnelle. Incontournable et bien réalisé. Merci. Eh bien, merci beaucoup iPhone Fan pour cet avis. Si vous aussi vous aimez Fleur d'avocat, si vous l'écoutez fidèlement, ou moins fidèlement, mais régulièrement, et que vous trouvez que c'est une initiative à soutenir, eh bien, prenez quelques minutes pour vous connecter sur iTunes ou sur votre application podcast et voilà, dites ce que ça vous apporte, pourquoi ça vous plaît, qu'est-ce que vous venez rechercher, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous avez implémenté dans votre vie du fait des podcasts Fleur d'avocat, le cas échéant. Ça me fait très plaisir et surtout ça aide à faire connaître le podcast, donc c'est super. Je vous laisse avec Suzanne et moi pour une discussion qui est plus courte que celle des épisodes précédents. Donc ça vous fait une sorte de répit par rapport aux très longues dernières interviews. Mais ça n'en est pas moins une interview riche et pleine de bons conseils. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute et vous dis à la semaine prochaine pour un épisode de reconversion professionnelle cette fois. Bonjour Suzanne Humbert. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'avocat. Je t'en prie, c'est un plaisir. Alors Suzanne, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate. Alors l'avocature n'était pas une vocation chez moi, puisque j'ai fait un bac scientifique, option SVT. Et faut avouer qu'en terminale, je savais pas trop où je voulais aller. J'avais fait un bac S parce qu'on m'avait expliqué que c'était la seule filière où aucune voie ne me serait fermée. Donc je me suis inscrite en droit à la fin de mon bac, en me lançant dans cette grande aventure, sans trop savoir à quoi m'attendre. Donc ma fac de secteur était à Assas, donc je me suis inscrite à Assas. La première année a été un peu chaotique, ça a été amusant parce que j'étais avec des copains et on a beaucoup ri, mais j'ai eu du mal à entrer dans les cours, ça a été difficile. Ce qui explique mon redoublement, puisque j'ai redoublé ma première année, mais uniquement le premier semestre. J'ai validé aucune matière et en voyant mes résultats, ça m'a mis quand même je me suis dit qu'il fallait que je me bouge. Et donc j'ai eu mon second semestre, toutes mes matières, mais sans valider mon premier. J'ai donc dû redoubler uniquement pour un semestre. Donc j'ai fait 3 mois, de septembre à décembre. Et donc, j'ai disposé de 8 mois libres. Ouais. Donc je suis partie en Irlande pendant 3 mois pour améliorer mon anglais. Et mais quand même, tes difficultés au premier semestre, c'était plus la méthodo, l'intérêt, c'était... Oui, je pense que c'était un peu un mélange de tout ça, c'est-à-dire que je comprenais pas du tout ce qu'on attendait de moi, honnêtement, dans les exercices, et j'avais du mal à mettre de l'intérêt dans les matières. Je trouvais qu'on était des amphis immenses, avec des matières qui m'intéressaient pas particulièrement, donc je pense que c'est un mélange des deux. Et malgré ton désintérêt pour la matière, t'as voulu continuer, tu t'es pas dit peut-être que je suis pas dans la bonne filière ou... Alors effectivement, je me suis posé la question, puisque même j'ai été faire les portes ouvertes d'une école d'art qui s'appelle Olivier de Serres, pour faire après une mana, une mise à niveau en art appliqué. Parce que j'ai toujours été intéressée par les arts plastiques. J'avais fait un bac S option art plastique. Et j'ai même déposé un dossier, mais j'ai pas été prise. Parce que c'est sur le dossier, mes résultats en terminale n'étaient pas assez bons pour intégrer cette école. Donc peut-être que j'aurais embrassé une toute autre carrière si j'avais été prise à Olivier de Serres. Ouais. Donc j'ai pas été prise et je me suis dit, allez, il faut s'accrocher. C'est la première année, tout le monde m'avait dit que c'était un petit peu fastidieux et que... l'intérêt venait peut-être avec les années. Donc t'as pas vu d'entre-deux, tu t'es pas dit art plastique ou droit, peut-être que... Non, enfin, okay. Et puis je me suis toujours dit que c'est pas parce qu'on exerçait dans une matière qu'on devait renoncer complètement à ses autres passions ou à ses autres intérêts, autres centres d'intérêt. Donc du coup, t'as poursuivi le droit tout en continuant à créer de ton côté. Voilà, exactement.
Et ça s'est arrangé, l'intérêt pour les matières après? Tout à fait. Alors, je pense que j'ai eu un déclic en 3e année. J'ai enfin compris ce qu'on attendait de moi. Et là, ça a été, je vais pas dire une révélation, mais je me suis dit, mais oui, c'est ça. Je pense que c'est aussi dû à des chargés de TD qui ont su mettre de l'intérêt, qui ont su me captiver. Et donc, j'ai compris la méthode, j'ai compris que non, il fallait pas apprendre par cœur. J'ai donné du sens à cette formation, j'ai réalisé que c'était enfin concret. Et là, ça m'a paru tellement plus simple et tellement plus intéressant. Et il était temps, hein, quand même, mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher. Ouais. Je pense que le début est fastidieux, on est très nombreux, on nous dit qu'il y a peu d'élus. Puis c'est la fac, en fait, on sort du lycée, on se retrouve dans un monde où on est très libre. Et je pense que j'étais un peu immature. Toi, ça te faisait quoi, ce fait qu'on te dise qu'il y avait peu d'élus et que c'était dur Après, ça m'a pas... moi, j'étais dans un lycée assez élitiste où de toute manière, il fallait faire soit une prépa, soit médecine, soit du droit. Donc, j'ai été habituée à des ambiances où on est challengé, où il faut être la meilleure. Et puis, pour autant, c'est pas quelque chose qui m'a perturbée. Ça m'a pas non plus stimulée outre mesure, mais c'était quelque chose d'habituel comme ambiance. J'avais été habituée à être dans ce genre d'ambiance. Et t'es 8 mois en Irlande ? Je suis juste partie 4 mois, par 4 contre. Mois. Mais j'étais extrêmement mauvaise en anglais, puisque j'avais fait allemand LV1. Et ça a été dur, parce qu'en plus c'était pendant la crise en Irlande, donc pour trouver du boulot, déjà les Irlandais n'en trouvaient pas, donc une petite Française qui baragouinait en anglais, c'était difficile. Pour autant, je me suis débrouillée, j'ai trouvé une colocation, j'ai travaillé bénévolement, je travaillais dans un marché couvert finalement. Et ça a été très enrichissant, bon, d'une part parce que j'espère m'être améliorée en anglais de la sorte, et par ailleurs ça m'a appris à me dépasser, à certainement gagner en maturité, ce qui manquait lorsque j'avais 18 ans, et je suis persuadée que cette expérience et ce redoublement, ils m'ont permis d'évoluer, ils m'ont apporté beaucoup dans la suite de mon parcours en droit notamment. Ouais. Non, mais parce qu'en plus, c'est-à-dire que tu viens de dire que tu as évolué dans un milieu assez compétitif où ce discours c'était un peu la norme, de dire que c'est dur et qu'il y a peu d'élus et tout. Et du coup, ça, je sais pas, est-ce que ça a été dur de redoubler dans ce genre de milieu parce que... Oui, bien sûr. Ça a été dur. Et puis, je pense que je suis quelqu'un d'un petit peu orgueilleux, donc ça a été durant ma scolarité, j'avais jamais rencontré trop de problèmes, sans être une très bonne élève, parce que je n'étais pas particulièrement scientifique, donc j'étais plutôt mauvaise en physique, chimie et en maths. Pour autant, j'avais jamais eu de problème, et le redoublement était un peu une claque. Ouais. Pour mon ego, pour mon orgueil, parce que la plupart des gens autour de moi avaient eu leur première année du premier coup. Et ben non, moi je redoublais, mais voilà, je suis persuadée que ça m'a appris dans mon parcours, et je pense qu'il faut s'enrichir de ces échecs. Et du coup, révélation en 3e année de droit, et tu poursuis vers... à quel moment tu t'es dit, tiens, le droit ça me plaît, et d'ailleurs, avocat ça pourrait me plaire aussi? Alors, avant de me dire je veux devenir avocate, je me suis dit je voulais chercher une matière qui me corresponde et qui me plaise. Donc je me suis plus interrogée sur ça, puisqu'en Master 1, on doit commencer à faire des choix de spécialité. Et donc j'ai choisi le droit du travail, parce que je trouvais que c'était une matière qui alliait bien le côté humain avec tout ce que ça implique, effectivement, les relations de travail, et la technicité. C'est un droit qui est très technique et qui est très, très vaste. Et j'ai décidé de partir d'Assas, et j'ai fait mon Master 1 à Toulouse. Pourquoi t'as voulu partir d'Assas ? Parce que j'en avais un petit peu assez de l'ambiance d'Assas. Je trouvais que c'était effectivement très compétitif, que tout le monde se tirait dans les pattes pour avoir des très bons Master 2, et c'était pas mon état d'esprit. Et par ailleurs, j'avais passé toute ma vie à Paris, toutes mes années, toute ma scolarité, et j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de me confronter à quelque chose de différent, avoir un peu de sang neuf. Donc je suis partie faire mon master à Toulouse, alors que je connaissais personne là-bas. Ouais, et puis en plus, c'est le parcours complètement inverse. D'habitude, les gens se battent pour arriver à ça, en master 2, en se disant que c'est à ce moment-là qu'il faut tout donner. Ouais. Et toi, c'est ce moment-là où tu choisis d'aller dans une fac à Toulouse. Bon, sans dénigrement pour Toulouse, mais je veux dire, d'un point de vue élitiste parisien, c'est un peu la loose, quoi. Donc, je crois qu'aussi c'est mon expérience d'Irlande qui m'avait j'en étais sortie vraiment enrichie par des nouvelles rencontres, et
Et j'ai décidé de faire mon chemin, en fait, peu importe effectivement que je n'ai pas le meilleur master 2 en droit du travail, qui est peut-être à Paris 1 ou à Paris 2, mais j'ai décidé de tracer mon chemin à moi, peu importe en fait que ça soit le chemin conventionnel ou qu'on attend. Ouais. Et t'as fait des stages à un moment? Oui, j'ai fait des stages, après à partir du master, en master 1, en master 2, dans des cabinets d'avocats, dans des services juridiques aussi. Ouais. Et parce que je trouvais ça aussi important, avant de savoir si je voulais devenir avocat, essayer le monde du travail en cabinet et en entreprise. Donc, et puis parce que je trouve que le droit du travail est une matière qu'il faut aussi avoir un petit peu pratiquée en interne pour comprendre les mécanismes au sein d'une société, les rapports avec les syndicats, avec les salariés. Donc ça m'a beaucoup appris. Pour autant, j'ai décidé de me lancer dans l'avocature pour plusieurs raisons. Je pense par challenge aussi. Parce que mon ego qui avait été piqué un peu à vif suite à mon redoublement, je m'étais dit, bon allez, finalement je me suis dit, faire des études de droit, aller au bout de ces études, c'est passer le barreau. C'est peut-être un peu aberrant ou étrange, mais je m'étais dit qu'il fallait aller au bout de ce procédé, de ce chemin, quel qu'il soit, avec les détours que j'ai pris. Et donc j'ai passé le barreau entre mon M1 et mon M2. Ok. Voilà. Et je suppose que ça a aussi été encouragé par les stages que tu avais fait en cabinet d'avocat qui avaient dû te plaire. Tout à fait, ça m'avait plu. J'avais réalisé que c'est un métier qui pouvait être exercé de manière tellement multiple. Ouais. Donc ça, tu l'as vu vite. Ouais. Parce que tes deux stages étaient très différents. Oui, parce que j'ai fait des stages dans des toutes petites structures et dans des structures plus importantes, sans que ça soit des très gros cabinets anglo-saxons, mais c'était un cabinet français en droit du travail qui s'appelle le Barthélemy Avocat, donc il y a des cabinets dans toute la France. Et j'ai trouvé que c'était effectivement enrichissant de voir que la pratique peut être si diverse, même au-delà de ça, dans un cabinet, d'un avocat à un autre. On aborde les dossiers, les clients de multiples manières, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant et ce qui m'a rassurée en fait. On peut décider d'exercer comme on le souhaite. Dans une commune mesure, hein, bien sûr, mais voilà, je trouve que le métier offre une palette de possibilités qui est assez gigantesque. Et toi, à ce stade-là, comment tu souhaitais l'exercer ? Je crois que je savais que je voulais pas l'exercer dans des grosses structures. Pour autant, dans des plus petites structures, j'étais pas encore très, très sûre. Je pense que mon choix s'est aussi affiné via mon stage final, etc. et par la suite. Mais j'étais assez certaine de ne pas vouloir exercer dans des grosses structures. Ouais. Du coup, tu passes le CRFPA, tu rentres à l'école. Ouais. Tu l'as eu du premier coup ? Oui, alors donc j'ai passé... donc je me suis inscrite quand j'étais en M1 à Toulouse, je me suis inscrite à l'IEJ de Sceaux. Donc pour être honnête, j'ai pas été au cours de l'IEJ de l'année puisque j'étais à Toulouse. Après en plus, pendant mon année à Toulouse, je me suis fait renverser par une voiture. Donc j'ai eu un gros accident, j'étais alitée pendant 6 semaines, donc j'ai manqué une bonne partie du premier semestre. Et là, moi, je me suis dit, non mais cata, si je peux pas passer mes partiels et que ça retarde tout, ça va m'embêter. Mais bref, finalement, je suis rentrée en béquille pour passer mes partiels juste avant les vacances de Noël et j'ai eu mon M1. Et donc j'ai fait juste un mois de prépa entre mon M1 et mon M2. Et effectivement, j'ai été admissible puis admise. Et du coup, mon M2 a fait office de PPI. Et du coup, t'as eu ta petite revanche de bonne étudiante. C'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai, ça a été une petite victoire, surtout que j'ai vécu mes révisions du barreau de manière très sereine. Je me suis fait une très bonne amie et on a révisé sans stress, intelligemment, en arrêtant à 19h de travailler. Et ça a été super de l'avoir avec elle aussi, et de la sorte en fait, sans que ça soit une épreuve terrible. Donc voilà, on fait les choses calmement, sérieusement, et on garde son sang-froid. Mais en fait, je pense que mon redoublement, en fait, en licence, m'a quand même beaucoup appris. C'est-à-dire que je trouve, à mon sens, les épreuves du CRFPA sont en fait des matières de licence. Et mes difficultés rencontrées dans les premières années, ça a été certainement de la méthodologie. Et quand j'ai compris la méthodologie, en fait, c'est la clé pour avoir le barreau. C'est une fois qu'on a compris la méthode, une fois qu'on a compris comment fonctionne un code, où est-ce qu'on doit regarder, où est-ce qu'on doit se référer, ça devient vraiment plus simple. Et vraiment, c'est pour ça que je pense que mon CRFPA n'est que le résultat d'aussi mes échecs des années qui ont précédé. Ouais. Donc il faut s'accrocher. Et du coup, ton stage final ? Mon stage final, je l'ai fait dans un tout petit cabinet, puisqu'il y avait une seule associée.
Après, il y avait une avocate qui venait faire des vacations parfois. On était 2 stagiaires finales. Donc on a eu beaucoup de dossiers, on a fait beaucoup de choses. Après, c'était pas toujours évident avec l'associé en question. Heureusement qu'on était 2 élèves avocates pour échanger, pour se soutenir, parce que c'est un petit peu difficile, comme j'ai trouvé, comme entrer dans le monde du travail. Mais ça m'a appris, et je pense que ça m'a aussi rassurée par rapport à la perspective d'une collaboration qui arrivait directement derrière. Donc pas avec ce cabinet, mais c'était rassurant de me dire ok, je peux y arriver en fait, puisque là j'étais presque seule. Certes, l'associé pour qui je travaillais était là, relisait évidemment nos écritures et nous aidait, mais pas tant que ça. J'ai trouvé qu'en tout cas on avait beaucoup d'autonomie. Ouais. Et le fait d'exercer dans une si petite structure, c'était un choix? Oui et non. Alors après, moi, dans mon entourage, je connais aucun avocat. Moi, je viens d'une famille où on est plutôt... Enfin, il y a plutôt des profs, et donc c'est vraiment... Donc trouver des stages, c'est pas toujours évident. Particulièrement parce que, comme je te l'ai indiqué, je voulais pas forcément faire mon stage final dans une grosse structure. Et donc, dans les petites structures, il n'y a pas toujours le budget pour accueillir des stagiaires. Donc j'avais répondu à une annonce, je me suis en plus, c'était sur Village de Justice ou ce genre de site. Mais voilà, après c'est vrai que c'était vraiment une microstructure, parce qu'un seul associé c'est extrêmement réduit, et en sortant de ce stage je me suis dit aussi que je souhaitais peut-être exercer dans une petite structure, mais avec avec un petit peu plus d'interlocuteurs, parce que c'est difficile quand même le rapport 1-1. Donc en l'occurrence t'avais pas trop eu le choix pour ton stage final? Oui, après, en fait, honnêtement, au moment où j'ai choisi ça me convenait. En fait, je voulais une expérience en droit du travail. C'était un cabinet qui faisait du droit du travail à 100%. Enfin, c'était... Non, mais ça répondait à tes objectifs. Voilà. Mais t'as pas eu, genre, plusieurs offres et du coup, un peu une situation où tu choisis parmi plusieurs... Mais c'est pas mal pour autant. Non, tout à fait. Alors, honnêtement, pour être même honnête, ça peut presque être rassurant pour les gens de se dire, je suis pas le seul. Honnêtement, je me souviens même plus vraiment de ce moment-là. Pas de traumatisme, quoi. Non, pas du tout de traumatisme. Et donc, t'en as fait de toute façon contre bonne fortune. Ah, bien sûr. Mauvaise fortune, même pas, parce que ça répondait à ce que tu voulais. Mais tu t'es dit, je fais ces 6 mois. Oui, honnêtement, je pense que j'ai été acceptée à ce stage. Je me suis dit très bien, allons-y. Ouais, en toute simplicité. Oui. Et les difficultés, elles relevaient plus du côté difficulté, le fait d'être en relation interpersonnelle très unique. Ouais. Oui, je pense. Je pense que c'est pas simple. Après, on n'est pas toujours non plus d'accord avec les méthodes de travail des gens pour qui on travaille. Et voilà, ça a été peut-être sur ce point où c'était un petit peu difficile. Et où je pense qu'on a manqué un petit peu d'encadrement. Là où on en aurait besoin. C'est quand même des grosses responsabilités, je trouve, dans notre métier. Et parfois, je pense qu'on n'a pas été assez encadré. Mais tu penses qu'on était un peu dans une situation où elle prend des élèves avocats parce qu'elle n'a pas les moyens d'avoir une collaboratrice. Ouais. Exactement, et c'est un côté un petit peu frustrant. Enfin, je trouve que faut pas oublier qu'un élève avocat est élève et qu'il est là pour être formé. Et même un jeune avocat doit être formé. Et il y a un moment, c'est pas non plus de la main d'œuvre pas chère des élèves avocats. Ouais. Mais après, le distinguo est toujours un petit peu difficile entre... Il nous faut de l'autonomie parce qu'il faut qu'on apprenne de la sorte. Pour autant, on doit être encadré, on est là pour apprendre et on n'est pas là juste pour faire des conclusions à la chaîne. Ouais. Et t'avais un espace pour en parler avec elle ? Non, très réduit. Je dois reconnaître qu'elle avait un côté un peu impressionnant, donc je pense qu'elle faisait un peu planer un climat de... Pas de peur, enfin c'était rien de méchant, mais effectivement je pense qu'elle entretenait un peu ce côté-là pour obtenir ce qu'elle voulait. Ouais. Et du coup, t'as cherché ta collab pendant ton stage final? À la fin de mon stage final, effectivement, oui, au mois de juin, je cherchais, je regardais les annonces sur les sites dédiés, sachant que je fais du droit social et c'est une matière qui recrute beaucoup. Je m'en suis rendu compte aussi en cherchant, il y a beaucoup d'annonces, donc ça m'a pas angoissée de me dire que je n'avais pas trouvé de collaboration, et j'ai passé 2-3 entretiens. D'ailleurs, ça t'a pas angoissée au point que t'as commencé vers la fin de ton stage final, alors que pour la plupart, oui, tu vois, ils cherchent non, mais c'est vrai, oui, bien sûr. Bien avant, quoi. Non, mais je suis pas quelqu'un de très angoissé. Ouais, de nature, je vois ça, tu vois, je le souligne d'étape en étape de ton parcours. Mais non, j'ai commencé à la fin, parce que pour être honnête, j'avais aussi un peu envie de partir en vacances au mois de juillet, au mois d'août. Je me suis dit, c'est mieux de se reposer avant d'entamer une nouvelle collaboration.
Mais j'ai quand même donc eu une réponse pour une collaboration, donc je me souviens vers le 14 juillet, donc j'ai pu en plus passer des vacances plutôt sereines, puisque je savais que je commençais une nouvelle aventure ailleurs. Et du coup, à ce stade-là, donc tu veux faire du droit du travail, petite structure, mais pas non plus structure complètement minuscule avec juste un associé, et voilà. Est-ce que tu avais une préférence pour plutôt entreprise ou plutôt salarié? Est-ce que tu avais plutôt... Enfin, qu'est-ce que tu dessinais comme type d'exercice à ce stade-là? Alors, c'est assez intéressant ta question parce que de base, à la fin de mon M2, je pense que j'aurais dit je veux faire du pro-salarié. C'est vrai qu'en droit du travail, on a une vraie distinction. Il y a des cabinets qui font du pro-salarié ou du pro-entreprise. Après, bien sûr, parfois on peut mixer, mais c'est quand même assez scindé. Et mon stage final était un cabinet où elle faisait des deux. Mais en fait, ça m'a permis de dessiner un autre critère qui est celui juste de l'intégrité. En fait, je voulais être dans un cabinet où on fallait faire les choses de manière propre. Je sais pas comment m'exprimer, mais dire ok, je défends une entreprise, mais je vais la défendre au mieux et bien sans entraîner le salarié dans la boue, etc. Donc c'était vraiment mon critère. Et pour autant, donc, le cabinet dans lequel je travaille maintenant fait plutôt de l'entreprise. On a quelques cas de salariés, mais c'est plutôt anecdotique. On fait plus d'entreprises. Et donc ça n'a pas été vraiment un critère de sélection. Je voulais juste que le cabinet dans lequel je travaille ait l'air d'être carré, d'être droit, d'être... voilà, qu'il y ait de l'intégrité. Et ça, comment tu l'as senti, l'intégrité? C'est toujours difficile et j'aurais pu me tromper. Hein. Mais t'aurais pu te tromper, mais en tout cas, à ce moment-là, ouais. si tu peux te remettre un peu dans les conditions, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah tiens, ces personnes, certes, elles défendent plutôt les entreprises, mais j'ai l'impression qu'elles font les choses proprement et... Bah, du coup, c'est donc le cabinet pour lequel j'ai postulé, encore le cabinet dans lequel je travaille. Donc j'ai été reçue par les deux associées, donc qui sont deux femmes, et je me souviens de mon ressenti, ça avait été qu'elles avaient l'air très sévères, qu'elles étaient plutôt carrées, mais à la fois je trouvais que c'était plutôt bien qu'elles mettent un cadre. Et j'étais retournée une deuxième fois pour rencontrer une des juristes de l'équipe avec qui j'allais être amenée à travailler. J'avais trouvé que c'était très transparent, très clair. Enfin, j'avais trouvé qu'il y avait un juste ton entre le professionnalisme et... Enfin, elle s'était quand même un petit peu intéressée à mes hobbies où elle avait fait quelques traits d'humour et j'avais eu un bon feeling en fait. Je m'étais dit, ça a l'air d'être un cabinet, voilà, droit dans ses bottes, qui correspond à ce que je recherche. Mais pour autant, c'était un peu un pari tant pour elle que pour moi. Ouais, c'est toujours un pari, mais... Et du coup, alors t'es partie en vacances, l'été, oui. Et cette première collaboration? Et cette collaboration tout court d'ailleurs, parce que tu y es encore. Ça. Donc là, ça fait 3 ans que j'y suis. J'ai fêté mon anniversaire de 3 ans il y a quelques semaines. Ah, félicitations. Merci. Et j'ai vraiment de la chance. Je m'estime chanceuse et je le dis d'ailleurs aux associés pour qui je travaille. Donc, je travaille dans un cabinet qui est donc dirigé par deux femmes, deux associées, qui sont très différentes. Le cabinet partage son activité entre du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. On s'intéresse plus aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Sachant que moi, c'est une matière que je connaissais peu, hein, même si j'ai fait un master de droit social. Et donc, j'ai été formée en la matière. Lors de l'entretien, d'ailleurs, je leur avais bien précisé que ça serait de leur mentir de dire que je m'y connaissais en ATMP. C'est quelque chose qu'elles ont totalement intégré en me disant, il n'y a pas de souci, si on vous prend, on vous formera sur ce point. Et donc c'est un cabinet où j'ai été là depuis 3 ans formée et je continue d'être formée chaque jour et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que elles font preuve de pédagogie et d'une patience immense. Il y a beaucoup de dialogue entre nous, on fait des entretiens annuels ou plus réguliers pour savoir ce qui va pas, quels sont les facteurs de progrès. Et il y a une écoute, il y a du respect, il y a toujours, je trouve, un juste milieu entre... Enfin, c'est très professionnel, ça peut être agréable, on peut déjeuner ensemble et parler d'autres choses, mais pour moi, c'est important de rester aussi dans un cadre pro. Et parfois, on dépasse cette frontière, mais l'activité du cabinet est très intéressante, les dossiers sont passionnants, le droit du travail est donc une matière qui est très mouvante, et je trouve que bien que ce soit un petit cabinet, il y a une volonté d'être pointu à un... Enfin, c'est impressionnant, vraiment. Je suis assez... pas respectueuse, mais il y a un professionnalisme que je trouve exceptionnel. Et même au regard, justement, des stages que j'ai fait auparavant, je trouve que c'est un cabinet qui bosse très bien et je me sens très chanceuse, donc à de multiples égards d'être là-bas, parce que les dossiers sont intéressants, parce que
elles m'ont fait confiance. Elles m'ont confié des dossiers, des clients auxquels elles tenaient, tout en trouvant le juste milieu pour me donner assez d'autonomie pour que je les gère, pour que je gagne en compétences, mais aussi en étant à chaque moment derrière moi pour me dire Suzanne, est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez qu'on relise? Et en 3 ans, il n'y a jamais eu un mot au-dessus de l'autre. S'il y a quelque chose qui va pas, on en parle. Et ça, je trouve que c'est... Pour avoir échangé avec beaucoup de confrères et de consoeurs qui sont dans des premières collaborations, je pense que j'ai une chance exceptionnelle, sincèrement, d'évoluer dans un environnement de travail si sain, si bienveillant. Je me sens chanceuse. D'un autre côté, tu y es allée avec comme critère l'intégrité. Oui, mais on peut être... Oui, effectivement, mais pour moi, ça va au-delà de l'intégrité. Parce qu'on peut être intègre, mais pour autant pas donner beaucoup de temps à son ou sa collaboratrice qui en a besoin, parce qu'on est surchargé, parce qu'il y a des périodes de rush, et ça arrive. Et même dans les périodes de rush, moi, je sais qu'elle m'accorde toujours le temps nécessaire, en fait, pour débriefer, pour des questions auxquelles je trouve pas de réponse, parce que aussi le droit pour moi c'est ça, c'est beaucoup d'échanges, c'est pas une matière où c'est pas des maths, on n'a pas la bonne solution, c'est parfois plus compliqué que ça souvent. Oui, non mais c'est vrai que moi je trouve que quand tu défends un client avec intégrité, enfin le mot intégrité c'est quand même un mot fort, tu vois, c'est une valeur forte l'intégrité, et, d'ailleurs je suis pas sûre que dans la 50aine d'interviews que j'ai déjà faites ce soit un mot qui soit déjà ressorti, le mot intégrité. Non, mais tu vois, là, j'y réfléchissais et c'est vrai. Donc, en fait, je vois difficilement comment est-ce que peut y avoir ce soin avec ses dossiers, avec ses clients et cette recherche. Et que ça se rejaillisse pas du tout dans ses relations avec son entourage, avec ses collaborateurs. Enfin, je vois ça comme quelque chose de très cohérent, en fait. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est un cabinet que de femmes, et au début, j'avais une petite appréhension. Dans ma tête, dans mes critères, justement, je m'étais dit ça serait bien de la mixité, parce que je trouve ça normalement bien que ça soit mixte. Et pourtant, aujourd'hui, c'est vrai que je suis aussi assez contente et fière d'appartenir à ce cabinet de femmes, parce que les 2 associés pour qui je travaille sont des femmes, et c'est des femmes que je trouve fortes, intelligentes, et c'est aussi, moi par ailleurs, je défends des causes féministes, et c'est vrai que je suis heureuse de voir que il y a des clients importants qui confient, heureusement, bien heureusement, hein, mais leur dossier à des gens juste compétents, en fait, peu importe leur sexe, mais... Non, mais on dit heureusement, et d'un autre côté, malheureusement, je trouve qu'on a presque besoin de le voir, quoi. De le voir pour le croire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et puis d'ailleurs, quand on voit... si on regarde dans les grands cabinets, la plupart des associés sont des hommes. Donc en fait, je pense que c'est effectivement pas... C'est pas un détail. Ben non, c'est pas tant une évidence. Et moi, encore une fois, quand je regarde même ma programmation de fleurs d'avocat, j'essaye d'avoir quelque chose d'assez représentatif et d'avoir des hommes et des femmes autant, et puis des associés hommes et des associés femmes, mais quand même j'observe que quand on me recommande des avocats qui ont un peu de bouteille, qui sont un peu des noms, et ben c'est toujours des avocats et rarement des avocates. Et c'est pas et le podcast fonctionne sur la recommandation, donc de temps en temps, je dis, mais recommandez-moi tel type de profil, type de profil. Mais spontanément, quand même, ce qu'on va me recommander, c'est beaucoup des hommes. Et notamment... alors, tu vois, j'ai fait un appel, recommandez-moi des collaborateurs. On m'a recommandé quasiment que des collaboratrices. Et par contre, quand on me recommande des avocats qui ont un peu de bouteille et tout, spontanément, sans même que je le demande, ça va être des avocats hommes. Et donc, moi, c'est vrai que ça interroge. Et donc, oui, heureusement. Et d'un autre côté, ce que tu dis, je trouve que ça fait du bien aussi de l'entendre, quoi. Bien sûr. Et puis oui, ce qui est étonnant, parce que la profession d'avocat est quand même une profession qui est féminine. Aujourd'hui, on est majoritairement des femmes. Donc il n'y a aucune raison que les avocats soient dirigés, que les gros cabinets d'avocats, soient dirigés exclusivement par des hommes. Et qu'il n'y ait que des hommes qui aient des beaux dossiers, parce qu'on peut aussi avoir des beaux dossiers et des beaux clients en étant dans des petites structures. Absolument, tout à fait. Mais je pense que... Après, c'est une reconnaissance de leur travail et justement de la qualité de leur travail, j'espère. J'en suis sûre.
Et enfin, moi comme ça, là, de l'extérieur, j'ai l'impression que, que tu es quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à beaucoup de propreté dans le travail. Quelque chose de très, tu vois, de cadré, de... Voilà, je suppose que tu dois être quelqu'un d'assez précis, de technique, enfin, que tout ça, ça te... Mais non, mais du coup... J'essaye. Oui, mais tu vois, c'est bête, mais je pense que... Enfin, tout le monde a... C'est une qualité, cette rigueur et l'expertise, c'est une qualité. Tout le monde n'est pas expert, en fait. Il y a aussi des avocats qui sont pas experts. Mhm. C'est pas grave, ils travaillent avec des personnes qui sont plus experts. Enfin, ils ont d'autres cordes et ça les empêche pas de... potentiellement d'être bons avocats, mais en tout cas, pour toi, c'est quelque chose d'hyper important. Et t'es dans un cabinet de femmes qui ont cette manière de travailler aussi. Mais je pense que du coup, je sais pas si dans mon caractère, je suis forcément quelqu'un justement de très carré et très précis. Après, j'ai été, j'estime depuis 3 ans formée donc au sein de ce cabinet qui a cette volonté d'être extrêmement précis, parce que de toute manière, en droit, que ce soit en contentieux ou en conseil, la précision, c'est juste la base, parce qu'en fait, on peut complètement planter un dossier si on lit mal une pièce, si on oublie un détail, si on a oublié de vérifier un accord d'entreprise qui en fait fait complètement changer notre consultation. Donc ça, je pense que c'est vraiment le cabinet qui m'a appris cette précision, parce que sinon, je suis pas, je pense, dans la vie quelqu'un de très précis, mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je trouve ça inconcevable d'exercer sans ce niveau de détail, ou du moins... J'aurais peur de faire des erreurs si on va trop vite. Et tu trouves beaucoup de plaisir en tout cas. Ouais, je pense que ça a été parfois fastidieux et c'est encore difficile. Parfois, il y a certains dossiers où je peine, où justement on se noie dans les pièces, dans les niveaux de précision. Mais aujourd'hui, j'y trouve du plaisir, oui. Et je pense qu'une de mes associées a toujours dit il faut donner du sens au dossier. Elle me dit quand vous plaidez un dossier, il faut que vous compreniez, il faut que vous ayez l'histoire en tête, il faut que vous ayez la personnalité du salarié. En fait, ça demande du temps, mais c'est pas forcément ce que je faisais au début, mais en même temps, c'est tellement important. Et on comprend tellement mieux le dossier, on va mieux l'argumenter, mieux le plaider, mieux le défendre. Mais en fait, ça prend du temps, effectivement. Donc en fait, je pense que le cabinet dans lequel je travaille donc, fait de la qualité. Et c'est extrêmement appréciable, c'est certain. Et tu développes un petit peu ta clientèle personnelle? Oui, j'essaye. C'est vrai qu'au début, je me suis vraiment consacrée à ma collaboration parce que je me sentais même pas prête à avoir des dossiers toute seule. Parce que j'estimais que j'avais encore besoin de beaucoup apprendre sur plusieurs plans. Maintenant, pareillement, les associés m'ont encouragée à développer et m'ont dit que aussi elles étaient là pour m'épauler, et j'en discute. Enfin, maintenant j'ai quelques dossiers perso et c'est vrai que j'échange avec elles sur des problématiques auxquelles j'ai pas forcément les solutions, et c'est agréable de se sentir aussi soutenue dans ce développement, et parce que je suis persuadée que ça m'enrichit aussi pour le cabinet dans les compétences, mais c'est vrai que là encore je sais que je suis chanceuse d'avoir des associés qui m'encouragent à le faire et qui me soutiennent là-dedans. Et puis oui, moi je ressens du plaisir aussi à développer mes propres dossiers, à travailler en totale autonomie, et voilà. À partir de quand tu t'es sentie prête? Tu te souviens? Grosso modo. Ouais, à partir de... il n'y a pas si longtemps. 1 an et demi, je pense. Ouais. Donc 1 an et demi après avoir commencé, oui, tu t'es dit... C'est bon. Après, voilà. Et si aujourd'hui on essaie de me confier un dossier où je m'estime pas compétente, je serais extrêmement lucide sur ce point, et je trouverais ça même malhonnête pour le client de lui dire ok, je prends votre dossier. Non, si je suis pas capable, je renvoie vers un confrère ou vers le cabinet dans lequel je travaille, mais... Je sais pas, oui, effectivement, il y a une honnêteté intellectuelle que je trouve essentielle dans le métier et que je retrouve pas forcément chez tous les confrères. Et c'est quelque chose qui me révolte un peu. Ouais. Et quand est-ce que ça a été un peu une démarche de ta part de dire bon bah maintenant je me sens prête et du coup je vais chercher à développer, ou est-ce que ça a été à l'occasion d'un dossier qui t'a été confié et tu t'es dit bon ok vas-y je peux le faire? Oui, tout à fait. Non, c'est plutôt dans ce sens, dans la mesure où le droit du travail, c'est une matière qui amène énormément de travail. On a toujours le frère, du cousin, de la tante qui a un problème avec son patron, et on est très souvent sollicité. D'ailleurs, c'est un peu... Parfois, ça peut être problématique, parce qu'en fait, on n'a pas le temps Les gens, ils ont l'impression que ça prend 2 minutes de répondre à une question, sauf qu'en fait, si on me pose une question, moi, je vais devoir vérifier, faire des recherches. Je vais pas facturer quelqu'un pour lui donner une réponse, mais en fait...
l'air de rien, on se retrouve très vite. Bah, tu pourrais même facturer quelqu'un. Oui, non, mais si c'est ta sûr. sœur ou... Oui, mais ça, c'est... Moi, j'ai du mal avec la facturation de manière générale, donc c'est... On est nombreux. Ouais. Et nombreuses. C'est ça. Mais du coup, le bouche-oreille a fait qu'en fait... et encore maintenant, hein, mes clients perso, c'est juste des gens... à qui on a donné mon numéro, enfin c'est pas, pour l'instant je fais pas encore enfin je démarche pas pour avoir des clients. C'est plus du bouche à oreille, mais ça, en droit du travail ça marche plutôt bien. Hein. Il y a souvent, ouais. Et donc bouche à oreille, par la famille, les amis, etc. Tu fais payer? Ou t'es encore dans une logique plus... Non. Bah non, là c'est quand même, les dossiers que j'ai, c'est quand même des gens que je connaissais pas directement, donc oui, je fais payer. C'est vrai qu'après c'est des questions, ça me met toujours un peu mal à l'aise parce que je trouve que les factures d'avocats peuvent sembler des sommes importantes. Pour autant, mes tarifs sont pas du tout excessifs, hein, et c'est quelque chose, oui, j'ai du mal à... Je trouve que les gens comprennent pas forcément, vu que c'est un service, le prix que ça peut représenter et le travail auquel ça correspond en amont. Ouais. Mais non, maintenant j'essaye de facturer parce qu'en fait, honnêtement, sinon je m'en sors pas au niveau du temps. Je tiens à préserver ma vie personnelle et mon temps libre. Donc en fait, je trouve sinon on se laisse submerger pour très rapidement. Donc voilà. Donc j'essaye de facturer en tout cas, du moins pour avoir ce critère de me dire ok, allez, au moins si tu travailles pour un petit peu d'argent, mais voilà. Ok, donc c'est ton, entre guillemets, ton point d'amélioration dans ton... Ouais, ça c'est certain, dans ton développement perso. C'est dur, ouais. Je trouve ça vraiment dur. Et du coup, t'es dans un premier cercle de recommandation. T'es pas encore dans quelqu'un que t'as conseillé, qui t'a recommandé. Si, ça y est. Oui. Cool. Ouais. Non, donc ça vient assez... c'est venu c'est chouette, ça. Presque rapidement, finalement. Oui, c'est vrai, et puis c'est vrai que c'est assez agréable parce qu'on se dit, bon bah, si la personne qu'on a conseillé et aidée nous envoie quelqu'un, ça veut dire qu'il a été satisfait de la prestation, et c'est vrai que c'est une belle reconnaissance. Ouais. C'est sûr. Donc ouais, si, c'est arrivé ça. C'est chouette. Et donc tu disais que tes associés, les avocates avec qui tu travailles, étaient disponibles, si tu avais besoin pour t'aider sur tes dossiers perso et tout. T'en as eu besoin jusqu'à maintenant? Là, sur un de mes dossiers, oui, où il y a un petit peu d'enjeu, j'avais besoin d'échanger, parce qu'il y avait des problématiques où je m'interrogeais sur mon conseil, même juste pour être rassurée, en fait. Et même, là, il y a 2 jours, une des associées dans la cuisine m'a relancée sur mon dossier pour savoir si ça allait. Non, mais vraiment, en me proposant même son aide de relecture, absolument. Non, ça vraiment, je suis bien entourée. Et ça rassure aussi, de savoir qu'on n'est pas seul et qu'il y a des avocats avec plus d'expertise, de bouteilles, qui peuvent nous aider. Enfin, m'aider en l'occurrence. Et alors, je creuse beaucoup ces questions-là parce que c'est des questions qui me sont faites. Donc, d'accord. Je suis désolée. Pas de souci. Mais est-ce que tu as commencé à avoir un peu je sais pas, peut-être une dream team de confrères à qui tu confies des dossiers dans les matières qui sont pas les tiennes? Pas vraiment. Non. Non, mais il y a pas de mal. Hein. C'est vraiment des questions hyper ouvertes. Non, pas trop. Après, si on me sollicite en droit du travail et que j'ai pas le temps, je pense que je confierai à une consoeur avec qui j'ai fait mon stage final d'ailleurs, qui peut prendre des dossiers. Après, en droit pénal aussi, il y a une collaboratrice qui travaille dans la même structure que moi, à qui je confierais volontiers des dossiers, etc. Mais sinon, non, j'ai pas... Tu t'es pas encore retrouvée dans cette situation? Exactement. En fait, honnêtement, pour l'instant, les sollicitations qu'on me fait sont principalement faites en droit du travail. Donc, ça veut dire que les personnes qui te connaissent t'ont bien identifié comme étant droit du travail. Non, mais c'est pas forcément une évidence. Non, c'est vrai. Mais heureusement, parce que je pense que je ne saurais pas bien conseiller en droit immobilier ou en d'autres matières. Ouais, non. Je me sens assez quand même restreinte dans mon domaine. Bon, il y a des avocats qui restent généralistes et tout, mais avec l'inflation législative... la technicité du droit quand même, je trouve ça compliqué. Moi aussi. Et compliqué. Alors non, avant cette question, j'en ai une sur comment tu te projettes là dans les années qui viennent? C'est difficile. Pour l'instant, je suis bien dans mon cabinet, dans le cabinet dans lequel je suis collaboratrice, donc pour l'instant, je me projette là-bas, sachant que voilà, les associés pour qui je travaille me laissent aussi de l'espace pour des choses que j'aime, et si tu veux, on y reviendra après, notamment sur des questions de formation.
et de facilitation graphique, etc. Ah, trop bien. Ouais. Donc ça, c'est super chouette. Après, peut-être un peu plus développer ma clientèle personnelle, mais sinon, essayer de garder un peu cette ligne directrice que je me suis fixée, à savoir exercer comme je l'entendais. Et pas forcément... Mais du coup, c'est là où je t'amène, ça rejoint vachement la question sur le projet. Oui. Exercer comme tu l'entends, il y a exercer comme tu l'entendais, donc quand tu as cherché ta collaboration. Et donc on y revient, hein, un cabinet petit mais pas minuscule, l'intégrité, la qualité du travail. Donc ça c'est une chose. Maintenant, 3 ans plus tard, exercer tel que tu l'entends, ça veut dire quoi? Est-ce que ça a changé? Est-ce que... Ouais, je crois que ça a changé aussi parce que j'imagine que j'ai mûri d'un point de vue professionnel mais aussi personnel. Donc aujourd'hui aussi, je trouve que je corresponds pas nécessairement à l'image qu'on peut se faire d'une jeune collaboratrice. Enfin, je vais pas travailler en tailleur et en talons. Moi, je me déplace en vélo, donc en fait, je suis souvent en imperméable avec mon casque et ma sacoche, voire pour aller plaider, parfois, quand je peux, je vais dans les juridictions en vélo. Et c'est vrai que parfois, ça détonne un peu hein, d'arriver échevelée. On t'a fait des remarques? Non, on m'a jamais fait de remarques. Heureusement. Ouais. Mais non, mais je sais pas. Mais c'est vrai que je trouve que ça détonne particulièrement en plus parce que tu vois, ma clientèle n'est pas une clientèle de salariés, c'est en l'occurrence une clientèle d'entreprise, mais ça questionne aussi toute la représentation qu'on a d'un avocat. Qu'est-ce que ça doit être un avocat? Est-ce que ça doit descendre d'un Uber avec les ongles faits? En l'occurrence, c'est pas ce que je suis. Pour autant, j'ai pas l'impression de moins bien faire mon travail. Et ça, je trouve que j'ai envie de continuer sur cette ligne en défendant ce qui me semble important, ou du point en me déplaçant voilà, de manière écolo en vélo, en imprimant mes relectures sur du papier recyclé. C'est des petits détails, mais qui sont pas des détails pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sentirais extrêmement malheureuse si dans un cabinet, on me disait non, Suzanne, c'est pas possible de venir en vélo, il faut que vous... Enfin, ce manteau, il fait trop, c'est un kawaii, ou non, je dis n'importe quoi. Mais ça, voilà. Oui, votre trench Burberry. Non, mais... C'est vrai, et je pense que, et puis pour côtoyer des confrères, on est tous très différents, mais il y a une norme, et du moins il y a un... Je vois hein, de l'extérieur, l'avocat c'est un statut social, Et je pense que les gens qui me croisent, ils peuvent pas deviner que je suis avocate, parce que j'ai pas forcément les marqueurs sociaux d'une avocate. Mais du coup ça, donc on en revient à cet exercice un peu... Enfin, du coup, toi, comment tu te projettes et enfin, l'avocate que tu veux être, etc. On est dans une notion de, on peut être un bon avocat tout en étant pas comme tout le monde, mais tu vois ce que je veux dire, une certaine simplicité dans la façon d'être et je comprends un attachement à des valeurs écologiques que tu mets en avant. Est-ce que... alors, je renvoie les auditeurs à l'interview de Doriane Brier-Laverdure que j'ai faite. C'est une collaboratrice à Lyon. Et elle s'est faite un site internet pour son activité personnelle. Et du coup, elle a réfléchi à ses valeurs et à son image. Enfin, elle a fait tout un travail comme ça de communication. Est-ce que, je sais pas, dans ta communication, c'est quelque chose... Est-ce que tu as une communication et est-ce que, le cas échéant, c'est quelque chose que tu mets en avant? Pas encore. Je sais que c'est bête, mais moi là j'étais en train de voir. Enfin, non, mais je veux pas du tout t'influencer sur ta com, donc je te le dirai pas. Non, mais en soi, si. Enfin, là, je pensais, il faut que je fasse un site, etc. Et ça, je pense que je vais bosser dessus avec une de mes très bonnes amies qui est graphiste, etc. Parce que, effectivement, j'ai envie que la communication et l'image, en tout cas médiatique ou de com, correspondent à ce que je suis, parce que ça m'irait pas un truc trop formel, un peu old school. Voilà, parce que j'ai pas envie de... Enfin, j'ai envie que quand on vienne me consulter, on me consulte tout d'abord pour mes compétences, évidemment, et c'est ça l'importance, mais j'ai envie aussi de démystifier un peu la profession. Je trouve qu'il y a tellement de gens qui sont impressionnés par les avocats, et je vois en audience, les gens, dès qu'on enfile une robe, ils savent plus... Enfin, les gens, pardon, les justiciables, j'entends, hein, pas les magistrats et les confrères, mais... ils sont impressionnés et je trouve ça toujours un peu triste en fait d'avoir cette image d'avocat au-dessus de tout, au-dessus du peuple, alors c'est pas vrai, enfin c'est pas ça être avocat, c'est justement être avec les justiciables et pour les aider en fait, il y a une notion d'aide et d'accompagnement que je trouve essentielle dans la profession. Donc effectivement peut-être que mon projet c'est, enfin en tout cas continuer à ce que ma vie professionnelle soit en adéquation du moins avec ce que je suis
dans ma vie personnelle et de toute manière tous les jours, parce que c'est essentiel pour moi et que c'est bien sûr pas incompatible. On peut être avocat de plein de manières. Et tu parlais de facilitation graphique. Oui. Alors, du coup, si on revient première année... Mais alors, je sais que c'était la question. Avant de te demander comment tu te projettes, j'allais te dire, et alors tes activités artistiques. Donc, tu me fais une transition parfaite. Cela dit, on peut rejoindre les deux questions. Alors, ton activité artistique pendant tout ce temps-là, et comment est-ce que tu en es venue à la facilitation graphique? Alors, donc j'ai continué, moi, dans ma vie perso, à dessiner, à faire de la linogravure, etc. Enfin, des trucs plus artistiques. De la linogravure. Ah oui. En fait, c'est juste graver sur du lino pour faire comme un tampon qu'après tu ancres et en fait tu fais une impression. Ok. Voilà. Bref. Et donc ça, c'est purement artistique. Et après, en fait, en révisant le barreau, je me suis rendu compte que moi, je réfléchissais que par des schémas. En fait, j'apprenais parce que le droit est une matière qui se prête tout à fait bien au schéma, aux arborescences, etc. Et je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut réviser. Enfin, ça m'a simplifié la vie. Et dans certains de mes dossiers, actuellement, parfois j'ai besoin de faire des croquis ou des schémas, des flèches, des ronds. Et donc j'ai poussé ça. Après, une des associées pour qui je travaille développe en ce moment la formation dans notre cabinet, en suivant par ailleurs une formation au CNAM, en pédagogie active. Donc c'est vrai que moi je trouve que la formation en droit actuelle et il y a des progrès, c'est quand même très magistral, un peu chiant, faut dire ce qui est. Ouais. Et donc depuis 1 ou 2 ans, donc Kitri, l'associé qui développe ce pendant de la formation, m'a un peu dit allez Suzanne, on s'y met, parce qu'elle estime que j'ai une vision peut-être plus au niveau graphique, au niveau visuel, un petit peu plus jeune qu'elle, bien que elle a une vision très bien aussi. Mais et du coup, je me suis intéressée à tout ce qui était facilitation graphique. Donc je sais pas si tu vois à quoi ça correspond. Mais je vois, j'ai eu un cours à Sciences Po sur la facilitation graphique et j'aime bien les vidéos de Mind Parachute sur YouTube. C'est un mec qui fait des résumés, des synthèses de livres de développement personnel en facilitation graphique, en vidéo, en animation. D'accord. Et je trouve ça hyper bien fait. Et pour être même tout à fait honnête, mais je pense qu'on en reparlera après cette interview, mais tant pis, je spoil les auditeurs, j'aimerais bien faire une présentation de la formation Bien dans ma robe que j'ai créée, d'en faire une présentation en facilitation graphique pour que les personnes à qui cette formation s'adresse puissent mieux comprendre ce qui s'y passe en fait, qu'est-ce qu'on y apprend et comment on se sent quand on l'a fait et qu'est-ce que ça nous apporte. Et je veux pas faire de vidéo parce que par respect pour la confidentialité de mes clients qui veulent pas forcément apparaître dans mes supports de communication, mais par contre je pense que j'ai un truc à saisir là-dedans, bien sûr. et donc c'est pour ça que ça me parle. Mais par contre tous les auditeurs ne savent pas forcément ce qu'est la facilitation graphique et donc je t'invite quand même à le développer, à expliquer. Après, alors je sais pas si je vais donner une définition correcte, mais en tout cas c'est un concept qui peut être complexe et qui peut demander par exemple, je sais pas, 3 pages d'explication. On va essayer en fait d'en faire une synthèse imagée ou graphique. Donc par définition, ça peut être plus ou moins dessiné. Il y a de la facilitation graphique où c'est très dessiné. Et il y en a où c'est plus, on va faire des ronds, des flèches, des petits personnages, des idées. On va associer plutôt une idée à un petit pictogramme plutôt qu'à un mot. Et ça va parler parce qu'en fait tous les cerveaux d'une part ne fonctionnent pas de la même manière et on va potentiellement beaucoup mieux retenir un schéma que 3 pages. D'ailleurs c'est assez intéressant parce que je vois quand on bosse en formation sur parfois des cartes mentales, etc. Quand on revient après dans la formation, il y a certains participants qui disent mais si c'était en haut à droite du cadre. Et donc en fait on voit qu'on mémorise parfois beaucoup mieux quand on fait un schéma. Mais même des schémas très simples, plutôt qu'une page. Et c'est un peu repenser la manière d'apprendre. Et c'est génial et c'est fascinant. Et je m'épanouis aussi beaucoup dans ce nouveau pendant de ce que m'offre la collaboration, à savoir concevoir une formation. C'est aussi réfléchir la matière d'une autre matière en disant ok, comment est-ce que moi aujourd'hui je vais apprendre à mes clients qui sont des RH là j'ai fait il y a pas longtemps une formation sur les maladies professionnelles. Et donc j'ai dû tout concevoir, un cas pratique, un débrief, et c'est se réapproprier la matière différemment et puis c'est aussi la transmettre et c'est quelque chose de merveilleux quand même de transmettre un savoir. C'est le faire grandir. Et alors que
exercer en conseil, en contentieux, ça a un côté un petit peu individuel finalement. Certes, on échange avec le client, mais en formation, en fait, on partage, on fait grandir le savoir, on apprend de l'autre, de ce qu'il a à nous montrer. Et ça dans 5 ans, peut-être que j'aurais un petit peu avancé aussi sur ce chemin où j'en suis à mon sens qu'au début. Ouais. Parce qu'en plus, il réconcilie mon côté peut-être un peu plus... qui tend vers les matières artistiques que j'avais complètement perdu dans le droit et qui me peinait un petit peu parce que c'est vrai que ça manque un peu parfois de couleurs et de schémas. Ah mais c'est génial. Enfin, je trouve ça top parce que du coup tu fais c'est un lieu de synthèse entre ton goût pour le droit et ton goût pour le graphisme et le dessin et en plus cette découverte de ce qu'apporte la transmission. Enfin moi je te rejoins à 100% sur tout ce que tu dis. Enfin, c'est quelque chose que... Enfin, j'avais souvent été une sorte de prof perso de mes collègues. Enfin, genre, en terminale, j'avais donné des cours de révision du bac, d'histoire géo. Et j'ai pas mal entraîné une copine en droit administratif quand on faisait du droit administratif et tout. Mais là, avec Bien dans ma robe, la formation de Fleur d'avocat, je le retrouve. Et en plus, je le retrouve avec l'aspect collectif. Et c'est vrai que c'est assez jouissif. La dynamique qui s'instaure et le plaisir de voir qu'un concept, la personne se l'approprie et comment elle l'intègre dans sa vie et tout. Donc je te rejoins. Et toi, finalement, ce cabinet t'offre aussi, et c'est sûrement aussi pour ça que ça fonctionne si bien, à la fois une formation en droit du travail, ton métier, la source de ton métier et sa base, mais aussi une possibilité de développement qui te fait pousser sur d'autres compétences que tu as aussi. Et donc, je suppose que c'est une source d'épanouissement. Tout à fait. Et puis vraiment, enfin, la pédagogie, c'est quelque chose de très différent et qu'on n'a pas appris. Et c'est vrai que du coup, Kitry s'est formé au CNAM et du coup me forme par ricochet. Et on fait des formations tests. Enfin, c'est vraiment, là encore, hein, c'est très sérieux. Quand une formation, on a l'impression que c'est des jeux. Ça a été testé 3 fois. On a vérifié que ça marchait bien, que l'exercice était cohérent. Il y a eu un scénario pédagogique qui a été fait en amont. Enfin, c'est très sérieux. En fait, parce que parfois, on peut penser que faire des jeux en formation, c'est pas sérieux. Mais en fait, c'est au contraire. Ouais. Et on sait que les gens retiennent mieux, en fait, quand ils font que quand ils écoutent ou quand ils lisent. Et parfois, quand j'assiste à des formations en droit avec le barreau, je me dis, mais il y a tellement de boulot. Il y a tellement mais à au faire. niveau formation, au niveau même présentation, mais c'est tellement moche. Franchement, c'est... Donc c'est vrai que ça, je me dis qu'à l'avenir, ça va se développer et c'est assez enthousiasmant. Génial. Et qu'est-ce que... j'allais te dire, est-ce que tu as une source... Non, avant de parler de tes sources d'inspiration, est-ce que tu continues à créer pour des choses qui n'ont rien à voir avec la facilitation graphique, mais qui sont juste... Ouais, je continue à créer, bien sûr, quand j'ai le temps, pour faire des cadeaux, quand je pars en voyage, je fais toujours des carnets de voyage avec de l'aquarelle, je fais un peu de linogravure, je fais plein de choses, enfin oui, bien sûr. Et ouais, on peut voir tes créations quelque part ? Non. T'as un Instagram ? Non, j'ai pas d'Instagram de création. J'aurais essayé. non, mais vraiment, il y en a pas. Non, par contre, honnêtement, je pense pas que j'ai un talent particulier, hein. C'est juste que... Pourquoi ça fait partie, je pense, de... Pourquoi est-ce que je suis aujourd'hui bien dans ma robe et en tant qu'avocate, c'est que je mets un point d'honneur à faire beaucoup d'autres choses que du droit. Enfin, mon entourage est très peu composé d'avocats. J'ai des conditions de travail, des horaires de travail qui me permettent de faire autre chose à côté et qui sont essentielles. Je fais du sport, je pars en week-end, je vais au cinéma, je me balade. Et je suis persuadée que ça œuvre à mon épanouissement professionnel. C'est cette diversité de choses que je fais à côté qui me permettent d'être concentrée quand je suis au boulot, qui me permettent d'être efficace, enfin j'espère, la plupart du temps. Et je pense que c'est essentiel, je pense qu'il faut pas, enfin en tout cas chacun fait comme il veut, mais pour être épanoui, il faut pas oublier que c'est un métier, c'est pas sa vie entière, hein, et que quand on ferme la porte du cabinet, il faut essayer d'oublier ses dossiers, bien que ça soit pas évident, hein, et je suis la première à me réveiller, à me faire une to-do list de ce que je dois faire en arrivant au boulot. Mais pour autant, je pense que c'est essentiel de faire d'autres choses à côté. De pas oublier ce qui nous plaît vraiment, à part le droit, mais c'est important pour les collaborateurs comme pour les associés, hein. Je pense que c'est pas... Parce que le jour où ça va mal au boulot, il faut savoir aussi se raccrocher à d'autres choses à l'extérieur. Et pas parler que de droit,
sortir de ce cadre. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon équilibre. C'est d'arriver à avoir une vie personnelle épanouissante et très différente de ce que je fais au travail. Et ça me fait penser à une nouvelle question qui est qu'est-ce que... donc tu dis que tu as du temps pour des choses à l'extérieur, etc. Est-ce que tu as des petits tips d'organisation? Parce que tout ça, ça nécessite quand même une organisation pour pas se laisser submerger. Tu veux dire au boulot ou dans ma vie de mère? Non, au boulot. Enfin... alors oui, j'ai un grand tableau dans mon bureau où j'ai une to-do list, honnêtement, avec mes dossiers, mes échéances, que j'essaye de mettre à jour. D'une part, en fait, ça sert à plusieurs égards. D'une part pour moi-même, parce que du coup, c'est devant mon bureau et je sais ce que je dois faire. Par ailleurs, je travaille donc avec plusieurs personnes et les personnes ne savent pas forcément ce que j'ai à faire avec l'autre. Donc ce tableau permet de savoir tous. Qu'est-ce que c'est malin? Ce que je fais, ce qui est en cours, ce qui est dans les tuyaux, etc. Mais sachant que là-dessus aussi, les associés pour qui je travaille, on me demande toujours si ça va au niveau de la charge de travail, parce qu'elles travaillent sur des... Enfin, elles ne travaillent pas sur les mêmes dossiers. Ouais. Donc je travaille avec elles sur des dossiers différents, donc elles ne savent pas forcément quelle est ma charge de travail avec l'une ou avec l'autre, ou avec la juriste avec qui je travaille souvent en action du travail, maladie professionnelle. Et on fait assez souvent des réunions, on a un Google Agenda où tout le monde sait qui est en audience où, parce que j'ai quand même pas mal d'audience. Donc ça aussi au niveau du travail, il faut savoir s'organiser, on travaille moins quand on est une journée en audience, enfin c'est juste la réalité. Donc oui, je me fais pas mal de to-do list. Okay. Avec voilà, des petits points, avec les urgences. Mais alors ça, honnêtement, on en parle presque tous les jours avec les associés pour qui je travaille. Hein. Enfin, on va dire tous les 2-3 jours. Hein. On va dans mon bureau, on me dit « Ok, ça en est où? Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est urgent. » Et je retiens quand même que c'est hyper malin, cette to-do list publique. J'ai honte. Mais non, mais c'est hyper malin. Enfin, c'est une sorte de facilitation graphique, tu vois. Ça. C'est-à-dire que sans le dire, tu dis, ceci est ma charge de travail. Oui, tu vois, tout à fait. Alors je me méfie parce que quand j'enlève trop de lignes, après je me dis merde, on va m'en rajouter. Mais... Non, ouais, c'est pas mal. Mais moi, je le recommande. Non, mais pour tout le monde, hein, même pour moi, je trouve ça bien de visualiser ce que j'ai à faire. C'est toujours... Et là, on a une nouvelle assistante en alternance et je lui ai d'ailleurs recommandé de se faire des listes de ce qu'elle a à faire, ce qu'elle a fait dans la journée pour un peu aussi le visualiser. Dire, ok, j'ai fait ça, il me reste ça à faire. C'est ce qu'on fait tous, j'imagine. Dans sa tête ou par écrit, mais parfois l'écrire, c'est bien. Ouais. Et donc, j'en viens à ma question. Est-ce que tu as une source d'inspiration? Pour le travail? N'importe. Dans la vie, en général. C'est difficile. J'ai plein de sources d'inspiration. Je crois que je suis inspirée par les gens qui sont passionnés et qui défendent des causes que je trouve belles et qui sont pas forcément juridiques. Hein, mais parfois même je suis envieuse de voir qu'il y a des gens, il y a des personnes même de mon entourage qui occupent des postes qui ont beaucoup de sens. Enfin, j'ai une sœur jumelle par exemple qui fait de l'accompagnement aux paysans en agriculture biologique. Et je trouve que c'est très beau, ça a du sens, c'est très concret. Parfois c'est difficile, en étant avocat, de donner du sens à ce qu'on fait, bien que ça en est évidemment, mais je crois que oui, ce qui m'inspire, c'est les gens qui avancent, qui n'ont pas peur qui se mettent pas de frontières et qui osent et qui se font confiance. Donc tu penses à ta sœur, tu penses à quelqu'un d'autre? Comme ça, je vois pas, mais c'est dur. Enfin, je crois que ouais, j'ai pas une source d'inspiration ou une personne. C'est pas très. Moi, je saurais pas. Donc c'est plus le fait de. C'est des énergies plutôt, ouais. Je dirais. Ou ouais, du courage dans son engagement plutôt. Voilà. Et quelle est ta dernière joie? Ma dernière joie. Je pense que c'est un couple d'amis qui nous ont appris il n'y a pas longtemps qu'ils attendaient un bébé. Et c'était un week-end entre amis. C'était un très beau moment et c'était une très jolie joie à partager. Voilà. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Qu'est-ce que je porte sur ma robe? Des habits pratiques pour faire du vélo. Voilà, ça sera ma réponse. Mais qui peuvent varier suivant les saisons. Mais toujours pour ton vélo en tout cas. Honnêtement, c'est quand même c'est une contrainte, hein. Non mais il n'y a pas de... Non, mais parfois je suis aussi en transport en commun, mais... Ouais. Voilà.
Merci beaucoup Suzanne. Merci à toi.